Salut tout le monde, bienvenue à cette sixième vidéo sur le jeu Pax Hispanica qui sera publié par Ion Game Design en 2024. Dans cette vidéo, on va voir les batailles navales. Et c'est pas ici que ça se simplifie. Donc, c'est pas si pire que ça pour vrai. C'est pas ce que je préfère dans le jeu, là, la façon que ça a été fait, là. Mais en tout cas, c'est pas si pire que ça. Fait que d'abord, avant de parler des batailles navales comme telles, on a déjà parlé aux vidéos précédentes là, tu sais, de charger des trésors sur nos galéons puis ramener ça en Europe. Il y a une autre chose que vous pouvez charger sur vos bateaux, c'est des meeples. OK? Puis je veux en parler parce que même si on va en parler peut-être un petit peu plus aux prochaines vidéos, là, je veux quand même aborder le sujet. Parce que là, quand il va y avoir une bataille navale, ben là, évidemment, le but de ça, c'est un peu de voler qu'est-ce qu'il y a sur les bateaux de l'autre personne, là. Fait que là, oui, il peut y avoir des trésors, mais il peut aussi y avoir des meeples. Fait que pour charger des meeples sur vos bateaux, ben, tout dépend si ce sont des indigènes ou si ce sont là, des meeples de votre couleur. Fait que pour charger des indigènes, dans le fond, vous pouvez euh, le français pourrait venir ici, le français pourrait venir vraiment s'en prendre à Borburata pour essayer là, d'embarquer de force ces indigènes-là sur ces bateaux, là, avec des intentions relativement claires d'en faire des esclaves. D'ailleurs, le but, dans les deux cas, que ce soit de ramasser des indigènes ou de ramasser des meeples de votre couleur, le but, c'est toujours d'amener ça vers une de vos colonies vacantes. Ou d'amener ça vers une colonie vacante, là, c'est-à-dire une colonie là, qui a pas d'employés à son service. Fait qu'il y a toutes sortes de contextes, mais typiquement, on va faire ça, par exemple, on va aller kidnapper carrément ou on va aller capturer un esclave à quelque part pour être capable de le charrier dans une de nos colonies qui est vacante pour pas que cette colonie-là, rappelez-vous, meure quand va arriver le goods phase. Là. Quand va arriver le goods phase, si la colonie se vire de bord sur le land zone où elle se trouve, puis elle dit, mais diantre, il n'y a plus de main-d'œuvre, nous sommes en pénurie de main-d'œuvre, comme en 2024, et je ne suis pas capable d'employer personne, ben là, la colonie meurt. La colonie est éliminée. Fait que des fois, là, dans le sale phase, là, qui arrive finalement juste avant le goods phase, c'est une façon de voir ça. Là. Le sale phase conclut le cycle de 4 ans, puis le goods phase le commence. Ben, des fois, si on se rend compte, on check notre colonie, on dit, Chris, je suis fourré, moi, si quand va arriver le goods phase, je ne serai pas capable d'avoir de la main-d'œuvre. Ben, des fois, on va utiliser nos bateaux pour charrier euh, des indigènes. Évidemment, ces indigènes-là ne se laissent pas faire, fait que pour faire ça, ça prend, faut faire une land battle, puis vous pouvez autant vous attaquer à des sites tribaux comme ça, ou par exemple, le Dutch pourrait venir ici, avec évidemment sa flotte qui est indivisible, et pourrait venir s'en prendre là, aux pauvres indigènes là, qui sont en train de se faire éduquer par le français là, dans ce que le jeu appelle sa visita. Fait retenez pour l'instant que vous pouvez avoir un indigène sur votre bateau. Si vous avez ça, c'est que vous vous êtes attaqué soit à un site tribal ou à une visita ennemie pour être capable de capturer finalement l'indigène qui se trouvait là. Vous pouvez aussi avoir un meeple de votre couleur, puis ça se fait de façon pas mal plus pacifique. Le français pourrait venir ici, puis il pourrait embarquer un meeple qui se trouve sur sa visita. En fait, il faut qu'il soit sur une cathédrale, concrètement. Là. Fait que, si on veut que le petit exemple soit complet, là, il y a moyen d'embarquer un meeple de votre couleur qui se trouve sur une cathédrale puis le crisser sur un de vos bateaux, encore là avec le but de l'amener dans une colonie qui est vacante. Puis là, si vous l'amenez dans une de vos colonies, vous allez payer une pièce au pool, mais vous pouvez aussi l'amener dans une colonie d'un de vos adversaires. Et encore là, c'est un peu le même principe que l'employment qu'on a déjà parlé. L'adversaire n'a pas le choix de vous donner une pièce. L'adversaire n'a pas le choix de payer un salaire aux meeples que vous débarquez chez eux. C'est comme si vous vous promenez en bateau avec du monde, d'honnêtes travailleurs à bord. Puis là, vous regardez, puis vous dites, Chris, il manque de monde, ça vous tente-tu d'aller travailler là, les gars? Ouais, bon, ben, parfait, on accoste ici. Le monde débarque. Puis là, ils s'installent, ils ramassent le carte d'identité puis leurs affaires de même. Puis nous sommes maintenant des employés de cette colonie-là. Puis le propriétaire de la colonie n'a pas le choix d'y payer. Alright, fait que je ferme la parenthèse. Euh, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu là, lors du prochain vidéo quand on va parler des batailles terrestres.
Fait que là, bon, on va y aller de même. Puis là, le français s'en vient ici. Puis là, le français ramasse un petit trésor ici. Mettons. Fait que là, évidemment, pour qu'il y ait une bataille navale, il faut qu'il y ait ce que le jeu appelle une interdiction ou une interception, là. Euh, Puis ça, je répète, pour que ça arrive, comme là, le français est à Curaçao, euh, il y a deux conditions importantes. Le Dutch, si jamais il veut l'intercepter à Curaçao, doit avoir sa flotte dans pirating. Si sa flotte est en Europe, elle est trop loin pour venir intercepter à Curaçao. Fait que le Dutch doit avoir sa flotte dans pirating et le Dutch doit avoir la foutue carte de Haven de Curaçao dans sa main. Il la monte, il y a des fausses, puis il dit Hey, je t'intercepte à Curaçao. Puis vous pouvez intercepter quand la flotte apparaît dans la sea zone, quand la flotte rentre dans la sea zone à partir d'une autre sea zone potentiellement, ou quand la flotte s'apprête à quitter la sea zone. Fait que vous avez vraiment trois timings possibles. Vous êtes sûr de la snapper puis de la pincer si vous avez la carte en main. Évidemment, ça va être beaucoup quand la flotte va quitter. Parce que, tu sais, si le français apparaît ici, admettons, qu'ils sont. Bon, pas obligé d'avoir le petit pack. Admettons que la flotte française apparaît ici, ben là, elle n'est pas tellement attrayante, il n'y a rien dessus, là. Fait que, tu sais, là, j'ai beau vouloir l'intercepter, ben là, Chris, comme je dis, il y a rien dessus. Par contre, une fois qu'elle load le trésor, puis là, après qu'elle dit, bon, ben moi, je vais m'en aller à Port-Royal, dans le but peut-être de s'en retourner en Europe, ben juste avant qu'elle quitte Curaçao, le Dutch pourrait dire, tout, ta minute, mon pit, j'ai la carte de Curaçao, ma flotte est en pirating, je t'intercepte. Puis là, on va faire le premier cas. Fait que, on va faire le premier cas de figure qui est facile. Le Dutch arrive ici. Puis là, le Français qui prenait une chance, lui peut-être essentiellement, il espérait peut-être que personne ait les cartes des six zones dans lesquelles il allait se promener. Mais là, le Français voit ça, chie dans ses culottes. Puis là, la première chose que le Français peut faire, c'est qu'il peut se rendre, carrément. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de bataille, le Français se rend. Euh, Fait que là, à ce moment-là, le Dutch se saisit de tout le cargo. Fait que les trésors d'abord sont chargés sur les bateaux du Dutch, parce qu'après tout, le français s'y est rendu. Les meeples, ça c'est très important à comprendre, les meeples ne transfèrent pas de bateau dans ce jeu-là. OK? Fait que même si que le français, là, on va faire les deux cas, là, si le français avait une meeple de sa couleur, puis une meeple indigène, là, voici ce qui se passe. Fait que le meeple indigène est défaussé, donc il s'en retourne vraiment dans le supply. Et celui qu'on appelle dans ce scénario-là le pirate, c'est-à-dire le joueur qui a fait l'interception, le Dutch dans notre cas, peut ajouter un rebelle esclave où il veut. Donc, un rebelle esclave, c'est ça. Il peut coller c'est ça où il veut. Fait que là, tu sais, les- je m'en allais dire encore de quoi, je vais le dire pareil. Les esclaves qui normalement travaillent de bon cœur, Euh, là, par exemple, une fois qu'ils ont appris là, que certains de leurs semblables ont été colissés par-dessus bord en plein milieu de la mer des Caraïbes, là, ben là, si c'en est trop, là, il y a de la révolte, il y a un rebelle esclave qui apparaît quelque part au choix du pirate. Un meeple de couleur, ben là, il y a deux choix. Fait que soit que le français paye 1 dollar de rançon au pirate, c'est-à-dire au Dutch, ou que le français dit, sais-tu quoi, Chris à l'eau, moi je m'en calisse. Et puis là, à ce moment-là, le français lui-même va mettre un rebelle de taxe. Donc ça, c'est un autre type de rebelle qui va à la même place, là, mais du côté point dans les airs. Fait que puis dans les deux cas, là, c'est pas une question, là, je dis qu'on le crisse à l'eau, c'est correct, là, mais tu sais, je veux dire, la main-d'œuvre est quand même renflouée, là. Mais dans les deux cas, le meeple revient dans le stash du français, là, qu'on soit clair, là. C'est pas genre, t'as pas payé la rançon, mon Chris, bon ben c'est ça, j'ai jette par-dessus bord, esti, puis tant pis, tu viens d'y perdre pour toute la game. Fait que la question de est-ce que je paye ou non la rançon dans le cas du français, c'est de dire est-ce que je veux vraiment mettre un rebelle de taxe à quelque part, ou si je veux pas pantoute avoir ça. Là. Puis rappelez-vous, là, euh, le nombre de rebelles de taxe est plus grand que la valeur de mercantilisme, c'est une condition de victoire pour la fameuse condition qu'on appelle le Tea Party. Fait que peut-être que le français veut pas le faire, parce que peut-être que le Dutch est parké là. Puis peut-être que le mercantilisme, puis le nombre de rebelles de taxes, déjà, il est quand même assez haut, là. Fait que peut-être que le français veut pas le faire. Fait que voici un scénario où le français payerait une pièce au Dutch. Fait que les trésors sont chargés par le pirate.
Les meeples indigènes sont collissés à l'eau, puis le pirate peut aller mettre un marqueur là, de rébellion, d'esclavage où il veut. Les meeples de couleur, soit que le joueur en question paye une pièce au pirate, ou soit que le joueur en question vient placer un rebelle de taxe à un endroit de son choix. Dans les deux cas, le meeple retourne dans son stock. Et puis là, à ce moment-là, la flotte qui vient de se rendre s'en retourne automatiquement et est téléportée dans Pirating, pige une carte de Haven comme d'habitude, puis that's it, son tour de sail est terminé. Cette flotte-là, maintenant, ce qui arrive avec, c'est que là, elle a un trésor. Là. Fait que là, tout de suite après que cette flotte-là s'en retourne dans Pirating, eux autres, les Dutch, vont revenir, doivent faire comme s'il y avait un trésor, là, tu sais. Fait que là, je vous réfère aux vidéos précédentes, là, mais vont soit essayer de le ramener en Europe, ou vont soit essayer de l'enterrer quelque part. Des mécaniques qu'on a vues dans le vidéo précédent, là. Mais eux autres ne restent pas sur la map en attendant leur tour. Il faut régler le fait que là, il y a un trésor quelque part qui se promène dans la mer des Caraïbes. Il faut régler ça. Fait que là, les pirates, les Dutch, dans ce cas-là, doivent soit le ramener en Europe ou aller l'enterrer à quelque part. OK. Fait que ce que je viens d'expliquer là, qu'est-ce qui arrive quand justement, fait que là, on peut voir ce scénario-là comme étant que le Dutch a crissé la volée aux Français. Là, voici un scénario où les pirates ont gagné, dans le sens où là, tu peux pas gagner plus que ça, le Français s'est rendu. Fait que le jeu appelle ça saisir le cargo. Là. Puis on va revenir là-dessus dans les autres scénarios. Là. Mais saisir le cargo, c'est de prendre tous les trésors, puis de faire ce que j'ai expliqué avec les meeples blanches, puis les meeples de couleur. Il y a un scénario possible, improbable, mais possible. Imaginez qu'il y avait eu trois bateaux français, chacun avec un trésor, puis seulement deux bateaux Dutch. À ce moment-là, les Dutch ramassent deux des trois trésors, puis le troisième trésor, malheureusement, est collissé par-dessus bord. Et voici un scénario où le trésor disparaît carrément, parce qu'il n'y a pas assez de place pour le charger. Dernière affaire, quand un camp se rend comme ça, le français s'est rendu, euh, le Dutch à ce moment-là peut couler les bateaux de type plunder du camp qui s'est rendu. Fait que là, notre pauvre ami le français, non seulement a été dépouillé de tous ses trésors et de tous ses meeples potentiellement, mais en plus, question de faire un exemple ou je sais pas trop quoi, là, ou de dire, tu vas t'en rappeler, mon Chris, euh, le Dutch à ce moment-là peut couler tous les bateaux de type plunder spécifiquement qui appartiennent aux Français. Fait que si vous n'avez pas de bateau de type plunder, comme je dis, vous pouvez prendre une chance. Vous vous téléportez dans 6 zones, vous ramassez des trésors, puis si quelqu'un vous intercepte, vous dites ah fuck, est-ce prend-les d'abord. Puis là, vous vous rendez, puis lui ramasse les trésors, puis c'est pas si pire que ça. Entre pas y aller, puis laisser l'autre finalement faire la job, au moins vous avez pris une chance. Peut-être que personne n'aurait eu Curaçao, Port-Royal, puis Tortuga, puis ils auraient été capables de revenir en Europe. Si vous avez des bateaux de type plunder, c'est un petit peu plus fatigant, par exemple. Prenez en ligne de compte que ces bateaux-là, si vous vous rendez, vont potentiellement, vont crever, vont couler. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si le Français dit non, non, on va se battre, mon Chris, si tu t'en sortiras pas comme ça. Bon. Là, c'est là où le jeu, puis là, on aime ou on n'aime pas, là, mais je vous le dis tout de suite, là, la mécanique de bataille navale dans ce jeu-là, là, c'est une mécanique qu'on appelle dans les jeux de société une mécanique de roche-papier-ciseaux. C'est carrément la meilleure façon de l'exprimer, là, c'est-à-dire que là, secrètement, le français va choisir une tactique, le Dutch va choisir une tactique, puis là, dépendamment de la tactique qui a été choisie par un camp ou par l'autre, ça va donner un résultat. Fait que si le français a choisi la roche, puis le Dutch a choisi le ciseau, ben, le français va avoir l'avantage. Puis si au contraire, le français a choisi la roche, puis le Dutch a choisi le papier, ben là, le français va être fourré. Fait qu'il y a un peu de... On aime ou on n'aime pas. Moi, j'haïs ça personnellement. Là. Comme je dis, c'est le pout que j'aime le moins dans le jeu. Là. Mais c'est vraiment un principe de dire, il faudrait que je joue ça, mais il sait que je vais jouer ça, fait qu'il va jouer ça. Fait que vu qu'il sait que je vais jouer ça, ben je vais jouer ça à la place. Mais d'un coup, qu'il pense que je sais que je vais jouer ça, puis que style, là, ça peut durer un bout. Là. Puis tout ça est fait via ces deux cartes-là, là, qui sont les deux mêmes cartes, là, recto verso. Fait que chaque joueur impliqué prend une de ces cartes-là, puis il va choisir secrètement une des trois tactiques. Fait que d'abord, il y a une tactique qui est exclusive à la personne qui est ciblée, c'est la tactique de fli.
pas confondre avec surrender, c'est pas comme se rendre, c'est d'essayer de se pousser, c'est d'essayer de colisser son camp. Fait que flee, c'est écrit à côté, le pirate peut pas faire ça. Si le pirate vient de consciemment intercepter, il va certainement pas crisser son camp. Fait que d'abord, dans un scénario comme ça, là, on va mettre toujours le pirate à gauche puis la cible à droite, là. Alors, si le pirate joue boarding, donc il essaye de faire l'abordage, fait que là, il se concentre pour essayer de faire l'abordage, puis que la flotte qui est ciblée, elle, décide de colisser son camp, ben la flotte qui est ciblée crisse son camp. Et là, la carte de Haven est défaussée. L'interception a échoué, finalement. Meilleur scénario possible, probablement. Là, on va avoir d'autres scénarios, mais je veux dire, la Treasure Fleet, souvent, c'est ce qu'elle souhaite. Fait que là, j'ai réussi à colisser mon camp, fait que là, je m'en vais à Port-Royal, puis là, si le Dutch n'a pas la fameuse carte de Port-Royal, va peut-être être correct. Par contre, si le pirate a joué Seas Weather Gauge, puis là, mes cours de marine sont loin, là, mais Seas Weather Gauge, c'est comme une espèce d'affaire là, par rapport au vent, là, puis tout ça, là, que fouille-moi, peut-être quelqu'un qui va préciser dans les commentaires, là, mais une genre de tactique obscure pour essayer là, de se placer dans le sens du vent ou je sais pas trop quoi. Bref, si les pirates jouent ça, puis que la Treasure Fleet, euh, pardon, la Treasure Fleet étant le joueur ciblé, là, si le pirate joue Seas Weather Gauge puis le Treasure Fleet joue Fleet, là, ça va pas bien, malheureusement. Les pirates vont couler le bateau amiral. Puis ensuite, si les pirates ont plus de bateaux que la Treasure Fleet, ils saisissent le cargo. Fait que vous prenez une chance en crise si vous jouez Fleet comme Treasure Fleet, là, comme joueur ciblé. Là, vous prenez une chance en hostie. Si votre adversaire joue boarding, hostie, vous capotez puis vous réussissez à vous sauver puis tout le monde à la table se tape ses cuisses puis fait haha. Par contre, si votre adversaire fait Seas Weather Gauge, votre flagship vient de couler. S'il vous reste au moins un bateau, vous choisissez ça va être quoi votre nouveau flagship. Puis suite à ça, c'est fort possible, si les pirates ont plus de bateaux que vous, ils saisissent le cargo. Fait que c'est presque en tout point pire que de se rendre, à moins que votre flagship était déjà plunder, puis que si vous vous étiez rendu, il aurait coulé anyway. Là. Mais là, les pirates coulent le flagship, c'est peu importe la légalité du flagship. Puis là, après ça, ben, là, c'est le principe. Fait que là, vous aurez deviné qu'il y a trois tactiques. Fait qu'il y a boarding, qui est l'abordage, Seas Weather Gauge, qui est une technique ancestrale de navigation que je connais pas plus en détail. Puis il y a Flee, qui est de se pousser. Fait que là, on a vu les deux, puis seul le Treasure Fleet, seul le joueur ciblé peut jouer Flee. Fait que là, ça c'est réglé. On a vu les deux cas possibles. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si les deux camps choisissent un mix de boarding ou de Seas Weather Gauge? Et là, au moins, ce qui n'est pas si pire à comprendre, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on a joué la même chose ou est-ce qu'on a joué quelque chose de différent? Peu importe qui joue quoi, entre boarding et Seas Weather Gauge, est-ce qu'on a joué la même chose ou est-ce qu'on a joué quelque chose de différent? Fait que mon adversaire joue boarding, moi-même je joue boarding, à ce moment-là, ça va se régler sur le nombre de bateaux. Si on joue la même tactique, c'est le camp qui a le plus de bateaux qui est avantagé. Le seamanship, là, notre talent à naviguer n'a rien à voir là-dedans. Là. C'est une question de nombre, c'est de l'abordage, c'est une question de nombre au plus fort la poche, comme on dit en bon québécois. Fait que si on joue la même tactique, si une flotte a plus de bateaux, elle coule le bateau amiral ennemi. Puis les pirates spécifiquement qui survivent se saisissent du cargo pareil. Puis si on joue une tactique différente, fait que par exemple, mon adversaire joue boarding et moi je joue Seas Weather Gauge, à ce moment-là, c'est le meilleur seamanship. C'est la meilleure valeur de seamanship. Rappelez-vous que A est meilleur que Z avec toute la déclinaison entre les deux. C'est le camp qui a le meilleur seamanship qui va couler le vaisseau amiral. Et ensuite, les pirates se saisissent du cargo à condition qu'ils aient autant de bateaux ou plus. Fait que, dans un scénario comme ça, le Français a seulement deux bateaux, le Dutch a trois bateaux. Fait que voici un scénario où le Dutch, là, dans notre game de roche-papier-ciseaux, espère fortement qu'on joue la même tactique. Que lui et le Français jouent la même tactique parce qu'à ce moment-là, c'est lui ayant le plus de bateaux qui va l'emporter. Par contre, c'est fait exprès, voici un scénario où le Français
a une meilleure valeur de seamanship. Rappelez-vous, il n'y a que le flagship qui compte. A une meilleure valeur de seamanship avec son C par rapport au S pour le Dutch. Alors, voici un scénario où le Français, lui, essaye de lire dans l'esprit de son adversaire puis de dire oh, j'espère vraiment qu'on va jouer quelque chose de différent. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là spécifiquement si le Dutch et le pirate, puis qu'on joue exactement la même tactique? Bon, ben, la même tactique. Est-ce qu'une flotte a plus de bateaux? La réponse c'est oui, le Dutch a plus de bateaux. Alors, le flagship français est coulé. Et ce bateau-là devient son nouveau flagship. Il perd un petit meeple de bateau, là. Et les pirates qui survivent se saisissent du cargo. Alors, c'est vraiment pas un scénario qui est le fun pour le français. Par contre, si on joue une tactique différente, le joueur qui a le meilleur seamanship, à ce moment-là, c'est le français. Alors, il coule le bateau amiral du Dutch. Par contre, qu'est-ce que ça dit? Les pirates se saisissent du cargo ensuite s'ils ont autant ou plus de bateaux. Et c'est le cas. Le Dutch reste avec 2 bateaux contre 2 bateaux. Donc, le Dutch réussit quand même à se saisir du cargo. On peut le voir que le français a livré une bataille ardue au Dutch, s'est défendu noblement, a même réussi à couler un de ses bateaux. Mais là, les pirates se sont quand même emparés de son cargo. Bon, un camp qui se rend s'en retourne est téléporté dans Pirating. Je pense que je l'ai dit. Maintenant, s'il y a eu un combat, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben euh, si suite au combat, aucune flotte a un trésor, c'est rare, mais ça se peut. Supposer que finalement, il n'y avait pas de trésor dans l'histoire. Le français avait seulement, entre guillemets, un meeple, puis le Dutch déteste tellement le français, qu'il a couru après, même s'il n'y avait pas de trésor, puis qu'il y avait juste un meeple, ne serait-ce que pour colisser le meeple à l'eau. Fait que voici un cas où la bataille est finie, personne n'a de trésor. À ce moment-là, les pirates retournent dans Pirating, et le joueur qui était ciblé peut continuer de naviguer. Si le joueur qui était ciblé, il lui reste un trésor, ça veut donc dire théoriquement que les pirates n'ont pas réussi à s'en emparer. Ben, à ce moment-là, c'est un peu la même affaire. Les Dutch s'en retournent dans le pirating et le français peut continuer à naviguer. Par contre, si ce sont les pirates qui ont un trésor, ben là, eux autres s'en retournent dans Pirating. Puis rappelez-vous, à chaque fois que votre flotte rentre dans Pirating, vous pigez quand même une carte de Haven. Et là, comme je disais tantôt, c'est eux autres, un peu comme quand le français s'est rendu, eux autres doivent retourner en Europe, même si c'est théoriquement pas le tour à jouer. Puis s'ils retournent en Europe et qu'ils n'avaient pas déjà fait leur sail turn, ben quand va arriver leur tour, ben là, mettons, ils ont ramené ça en Europe, ils ont donné ça au roi ou peu importe, ils l'ont caché in pour du cash. Quand va arriver le tour du Dutch, il est en Europe, il va s'en revenir dans Pirating, puis il va piger une carte de Haven. Il va faire son tour de sail, là, on va regarder la situation. Quand va arriver son tour de faire le sail, on va regarder quelle est la situation, puis j'en ai parlé encore dans la vidéo précédente, s'il est en Europe, il s'en va dans Pirating, puis il pige une carte de Haven. Fait que c'est ça. C'est quelque chose. Tu sais, fait que, si je peux résumer de façon très très simple, si vous avez moins de bateaux qu'un adversaire qui se trouve dans Pirating et que vous avez une valeur de seamanship plus poche, c'est extrêmement risqué d'aller naviguer sur la mer des Caraïbes. OK? Parce que là, votre adversaire vous torche à peu près peu importe le scénario que j'ai expliqué. Si vous avez un avantage numérique en termes de bateau, au moins vous avez une chance de vous en sortir. Si vous avez un avantage numérique ou un avantage qualitatif en termes de seamanship, vous avez une chance de vous en sortir. Mais tu sais, un Français par exemple qui aurait un seul bateau contre les 3 bateaux du Dutch et qui en plus aurait, mettons, on va le faire direct de même, aurait une valeur de seamanship plus poche, c'est-à-dire haut par rapport à elle, calvaire. Vous prenez une chance en esti pour vous pointer le bout du nez dans la mer des Caraïbes. Là, parce que si vous vous faites intercepter, là, vous n'êtes pas loin d'être cuit. Là, à moins que vous réussissiez à faire une espèce de bluff avec le fli, puis votre adversaire fait l'autre patente. Là. Mais, fait il y a un petit peu plus, là, ça vaut la peine de se pencher sur ces cartes-là, puis de penser
à tous les scénarios. Puis dans le fond, ça va varier d'une fois à l'autre. Êtes-vous le pirate? Êtes-vous le joueur qui est en train d'essayer de ramasser des trésors? Quel est votre statut? Avez-vous plus de bateaux? Avez-vous une meilleure valeur de seamanship? Pensez à tous les cas de figure possibles. Il n'y en a quand même pas tant que ça, là. Vous n'avez pas besoin de comparer 10 tactiques avec 10 tactiques, là. On peut le voir comme quoi il y a deux tactiques et demie, parce qu'il y a une des deux tactiques qui est disponible uniquement aux défenseurs, là, ce que le jeu appelle la Treasure Fleet, là. Fait que regardez le scénario, qu'est-ce qui arrive si on joue la même affaire, qu'est-ce qui arrive si on joue quelque chose de différent, qu'est-ce qui arrive si je me pousse puis il joue telle affaire, qu'est-ce qui arrive si je me pousse puis il joue telle autre affaire. Tu sais, vous avez essentiellement, ben, je pense que c'est quatre outcomes possibles, là. Fait que boarding versus fleet, seize weather gauge versus fleet, même tactique, tactique différente. Fait qu'il n'y a que quatre outcomes possibles, malgré là, comment que ça peut avoir l'air complexe, là. Mais c'est ça. Fait que moi, le bluffing, le choix en secret, je sais qu'il sait que je sais. Je suis pas nécessairement un gros fan de ça. Mais bon, euh, c'est rare quand même que dans un jeu des clowns, là, tu sais, si vous vous attendiez, Chris, quand on fait une bataille navale, on sort des dés spéciaux, puis des cartes, puis on brasse les dés, puis on fait des hits, puis des affaires de même. C'est pas le style de Phil les clowns, on n'est pas dans le bon. C'est pas, mettons, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, Fortune de mer ou Merchants and Marauders, là, un autre jeu de pirates qui est un petit peu plus Ameritrash, là. On n'est pas là, là. On va encore se casser la tête, même en cas de bataille navale, de dire, ah, Chris, qu'est-ce que je choisis comme tactique, puis que c'est que l'autre va choisir. Fait que voilà, excusez-la, une autre vidéo un petit peu long. La prochaine vidéo est-il le dernier? Possiblement. Possiblement, puis on va parler là, des batailles terrestres, là. Fait que, parce que vous pouvez faire débarquer vos bateaux à quelque part, hostie, puis commencer à taper sur vos ennemis, là. C'est ce qu'on appelle des batailles terrestres là-dedans. C'est de ça qu'on va parler dans le prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.